Bienvenue dans un quartier dédié aux grands hommes où il faut oser prendre de la hauteur. Sans que vous avez l'habitude. Ça va, j'ai pas le vertige. Vous n'avez pas le vertige? Un lieu chargé d'histoire qui inspire forcément l'ami Gersal. Ah, Morituri, et ça nous tente. Un coin où se développent de drôles de passions, mais rassurez-vous, tout à fait légales. En fait, avant toute chose, je tiens à préciser que je n'ai tué personne. Et où, à la nuit tombée, une librairie se transforme en dortoir pour écrivains. Faut qu'ils rangent leurs chaussettes, ce qui est assez difficile à leur faire souvent. Oui. Mais maintenant on y arrive. T'as qui traîne, là, ça? Non, faut pas les filmer. Allez, bienvenue pour une nouvelle balade dans Paname. Si comme moi vous abordez la rue Saint-Jacques dans le 5e à vélo, je vous conseille d'avoir de solides mollets. Car la plus ancienne rue de Paris démarre au pied de la montagne Sainte-Geneviève. Au sommet se trouve le temple de tous les dieux, le Panthéon. Un bâtiment construit par l'architecte Soufflot fin 18e. Depuis la Révolution, ce monument imposant a vocation d'honorer les grands personnages ayant marqué l'histoire de France. Et croyez-moi, on se sent tout petit devant autant de solennité. Venez, je vous en prie. Venez voir le spectacle. Ah oui, c'est la plus belle vue, là. Ah oui, là on est aux premières loges en l'occurrence, on est au niveau du buffet d'orgue, tout simplement de ce monument. On est à quelle hauteur, là? À peu près une vingtaine de mètres, globalement. C'est tout? Oui, on n'est pas très haut en réalité, puisque le monument il fait 83 mètres au niveau de la croix, tout en haut. Mais là, on est vraiment à une faible hauteur. Il est impressionnant quand même, ce bâtiment. C'est l'un des plus importants C'est l'un des à plus Paris. importants de Paris, et quand ça a été construit au XVIIIe siècle, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ça a été considéré comme l'un des plus grands chantiers de construction en Europe. Il y a tous les styles, il y a plusieurs époques aussi. C'est un monument qui est très éclectique, qui allie la beauté du classique et la légèreté du gothique. Donc c'est vraiment un mélange de genres. Il a changé 6 fois d'affectation. Au départ, c'est un monument religieux à son origine. C'est une église, c'est la nouvelle abbaye de Sainte-Geneviève, nouvelle église qui devait être justement l'une des églises les plus importantes à la fin du règne de Louis XVI. Mais la Révolution est passée par là, la constitution civile du clergé est passée par là, et en avril 1791, on a décidé d'en faire le Panthéon de la République. Mais c'est un monument plutôt à la Janus, comme on pourrait dire. C'est-à-dire Janus, c'est le dieu romain à double visage qui regarde à la fois le passé et qui regarde le futur. Et là, vous l'avez toute l'ambiguïté ici. Vous voyez, c'est-à-dire que cette partie-là, vous avez à l'emplacement du chœur la Convention nationale, telle que l'on voit, telle qu'on pouvait la représenter au début du XXe siècle, avec ce côté très martial, une Marianne avec le faisceau de licteurs et puis le glaive, et puis les armées de la République, les armées de 1792, qui s'en vont défendre la République, la jeune République, la première République. Et puis, qu'est-ce que vous avez au-dessus, alors que c'est tout à fait contemporain, ça date du début du XXe siècle. Dans cette voûte en cul-de-four, vous avez ce Christ triomphant en train de bénir en quelque sorte la Révolution. Vous avez encore un petit peu d'émotion quand vous le visitez, quand C'est un vous le monument regardez? qui est fascinant, c'est un monument qui est très intéressant. On y découvre toujours quelque chose, et puis c'est un monument qui parle d'une façon quotidienne. La crypte, c'est pas une crypte, c'est pas un ossuaire, c'est un jardin de l'esprit. C'est un endroit où les gens viennent un petit peu pour, un peu comme sous l'Antiquité, retrouver les mânes des anciens. C'est sûr que de les voir en vrai, notamment quand il y a leur caveau, leur tombeau qui est juste en face, c'est tout à fait fascinant. On va en quelque sorte prendre la machine à remonter le temps de Wells, puisqu'on va remonter au XVIIIe siècle, au temps de Soufflot. Ah oui, c'est effectivement un autre univers, là. Ah oui, c'est l'univers des combles du monument, chose totalement interdite au public, qui permet de découvrir un petit peu un autre espace et un autre temps aussi. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Là, on est au niveau des toits, donc tout simplement en dessous, il y a ce qu'on avait tout à l'heure juste devant nous, c'est-à-dire une des coupoles, tout simplement, de ce monument. Ça doit être périlleux. Un petit peu de gymnastique. Non, tout est bon.
J'aurais adoré faire ça. Alors, il y en a combien des grandes roues comme ça, Pascal? Il y en a à peu près 6 ou 7, je ne les ai pas toutes comptées, il y en a à peu près 6 ou 7. Donc, elles servaient à quoi précisément? Elles servaient en permanence tout simplement à monter les lustres à l'intérieur de la nef et au niveau de la coupole. Ça, c'est totalement d'époque. Hein. C'est vraiment. Tout ça, c'est totalement d'époque. Hein. Ça a connu Soufflot. Ça a connu Soufflot. Alors, quand on est sous les toits comme ça, là, on apprend plein de choses sur la construction de ce bâtiment. L'originalité du travail de Soufflot, c'est ce qu'on appelle le système de la pierre armée. Quand on fait une radiographie de ce monument, on s'aperçoit que c'est un squelette métallique entouré de pierres. Alors c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Un avantage énorme parce que bien sûr ça permet de tenir l'ensemble et les pierres sont vraiment bien attachées les unes avec les autres en quelque sorte. Mais le gros inconvénient du métal et notamment du fer, c'est que quand il s'humidifie, il grossit. Ça fait éclater les pierres qui sont tout autour. Et c'est vraiment le problème de ce monument. Merci Pascal, parce que là vraiment c'est la cerise sur le gâteau là. Là effectivement vous êtes dans une zone qui peut être l'une des plus belles puisque avec la vue que l'on a actuellement, en plus sur Paris aujourd'hui il fait très beau. Sans que vous avez l'habitude. Ça va, j'ai pas le vertige. Vous n'avez pas le vertige? Voilà, donc là on a vraiment Paris à nos pieds, Waouh. avec la rue Soufflot, la rue Saint-Jacques, et puis toute l'architecture de Soufflot telle qu'il l'avait initialement conçue. C'est-à-dire avec les bâtiments Avec les bâtiments, c'est-à-dire que là, Soufflot avait projeté vraiment un vrai programme d'urbanisme avec une place. Donc ça, c'est une réalisation, notamment à la faculté de droit de Soufflot, mais la mairie du 5e arrondissement est une copie, mais elle a été construite par Hittorf dans les années 1840. Il faut s'imaginer ici, il y a 2000 ans, on était vraiment dans un lieu qui était vraiment un lieu énormément habité, avec des villas gallo-romaines, et puis le forum qui était juste à 200 mètres d'ici, qui était vraiment le centre de la vie romaine, avec la cité administrative, la cité juridique, et puis avec beaucoup d'artisans. Je vais vous laisser parce que notre ami Frédéric Gersal, que je vois là-bas, m'attend. Il va me conter l'histoire gallo-romaine du quartier. Qu'est-ce que vous faites, Frédéric? Je prends des mesures. J'essaye de me retrouver à la place des Romains. En général, ils étaient deux, un peu comme nous, vous voyez. Deux centurions. Ils étaient, non, pas ceux-là. Ils étaient deux là pour créer la ville. On leur a dit, vous prenez les mesures. Ou surtout, vous essayez de nous trouver le Cardo. Le Cardo Maximus, c'est la voie nord-sud. Elle descend de la montagne Sainte-Geneviève et là, on voit bien, on descend jusqu'à la Seine. Donc c'est l'axe majeur. Et puis après, il fallait croiser avec une autre rue, évidemment, le Necaminus, qui permettait de faire, à ce croisement, on construisait l'essentiel. Ils construisaient ça exactement comme un camp romain, un camp militaire. Il y avait l'axe nord-sud et puis l'axe est-ouest. C'était la même chose pour une ville. Ils ont fait ça ici à Lutèce. Donc on est vraiment là, exactement à l'endroit, mais géographiquement, où tout a commencé. Et puis là, sur cet axe, on a conservé le savoir. Oui, c'est le temple du savoir maintenant. Ah oui, c'est alors, le quartier du savoir. Absolument, le quartier latin, ça reste avec une université, évidemment la Sorbonne. On a deux grands lycées prestigieux, Henri IV et Louis le Grand. Absolument. Et puis on a aussi le Collège de France. Collège de France. Qu'on doit à qui? Alors à François Ier, on lui doit tellement de choses. Vous savez qu'en cette année 2015, on fête les 500 ans de son arrivée au pouvoir, puisque c'était en 1515. Il est parti se battre à Marignan, mais il a surtout fondé
appréhender ce collège. C'est un collège qui est libre, c'est-à-dire il existe toujours, il y a des cours qui sont donnés, l'entrée est entièrement libre, il n'y a aucun examen, aucun concours, on vient juste appréhender le savoir. Quoi de plus beau? Et c'est ouvert à tous. Arrêtons de dire que le savoir est élitiste. Non, il est ouvert à tous. Merci Frédéric. Merci, bonne promenade. Ave César. Ah, Morituri, t'es salutant. Temple du savoir et des nourritures de l'esprit, la rue Saint-Jacques abrite aussi de belles adresses pour se remplir l'estomac et pour bien commencer la journée. J'enfourche à nouveau mon vélo jusqu'au numéro 243. Chez l'ami Bruno, un boulanger à part, dingue de farine et de terre glaise. Bonjour Bruno. Vraiment. Comment ça va ce matin? Très bien. Bon, j'hésite. Je sais pas si je prends une baguette, un croissant, un pain au chocolat ou une céramique ce matin. Ah, céramique, on les regarde. Ah, ça se vend pas? Non, céramique, on regarde et le reste, on mange. Dis-moi, ça vient d'où cette passion là pour la céramique comme ça? Toujours vécu dans un milieu artistique, tout petit. Et chez le grand-père, il y avait beaucoup de tableaux, il y avait beaucoup de céramique, etc. Et c'était à côté de Valoris, à Cagnes-sur-Mer, juste à côté de Valoris. On allait souvent à Valoris, où c'était un haut lieu de la poterie à l'époque. Ça, c'est toi qui l'as fait? Tout ce que tu vois. Tout ce qu'on voit là? Ouais. Et tu fais ça quand? Quand j'ai le temps, Un boulanger, ça a le temps? non. 2 heures par semaine, 1 heure par semaine. Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans la céramique? Mais la matière, tu malaxes, que ce soit le pain ou la terre, tu malaxes. Tu as les mêmes sensations, on va dire. Tu fais un beau pain comme ça, c'est comme une sculpture, on va dire. Tu mets au four, ça éclate, puis c'est beau. Madame. Je vais prendre un croissant, un pain au raisin, si vous avez. Ouais, c'est raisin noisette, d'accord? Oui, d'accord. Et puis un peu de pain. Alors, dans les pains, là, qu'est-ce que vous avez? Là, c'est le mélange blé-seigle, d'accord? Oui. Là, c'est rien que du blé avec du son. Je vais prendre un petit morceau de blé sec. D'accord. s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous aimez, vous? Un peu moins. Écoutez, moi, j'ai tout goûté, c'est formidable ici. Ouais, ça a l'air. Ah, c'est super bon. Et alors, les croissants, ils sont incomparables. Qu'est-ce qu'ils ont les croissants? Les croissants, mais ils sont d'un feuilleté, il y en a l'un ou l'autre pareil. Vous avez fait toutes les boulangeries du quartier, il n'y en a pas, il y en a pas deux? Je suis une spécialiste des boulangeries. Ah bon? C'est un peu un problème d'ailleurs. C'est-à-dire? Et des gâteaux. Ah, des gâteaux. 3,95. Et ici, pas d'équivalent. Ici, il n'y a pas d'équivalent. 50 plus 10. Et je ne le dis pas 6,55. pour... je ne le dis pas Parce qu'on est là. spécialement parce que vous êtes là. Je ne sais pas qui vous êtes, mais On est des gens bien. vous êtes... Oui, certainement. Je n'en ai aucun doute. Et voilà, merci beaucoup. Bonne journée, madame. Bonne journée, à bientôt. Les produits ont été faits, j'ai bien réfléchi pour que je puisse travailler seul. C'est pas de la baguette, du monde de 500 baguettes, c'est des gros pains, on coupe un bout, c'est plus vite fait, plus vite réalisé, etc. Faire de la boulangerie, c'est un métier d'instinct. C'est facile, de l'eau, de la farine, du sel, un levain, puis c'est magique. Je pèse rien. Tout ce que tu vois, les produits là, je pèse rien. Là, ce sont des têtes d'âne, c'est ça? Ouais, des animaux, ce que tu veux, on va dire. On peut imaginer. Mmh. C'est devenu des tirelires maintenant. Ouais, tu mets des pièces, un bisou sur le museau et un vœu. Ah bon? Ah, il faut le faire, Merci Bruno de nous avoir reçus. pas de problème. Le vœu. Alors le vœu. Bisous. Ciao. Ciao. Je rebrousse chemin, direction l'une des librairies les plus incroyables de Paris. Mais sur la route, mon regard est attiré par une drôle de vitrine. Une devanture d'une autre époque, avec en exposition des animaux un peu inquiétants. Curieux comme je suis, je me dois de pousser cette porte. Bonjour. Bonjour. Vous aviez rendez-vous, monsieur? Non, pas vraiment, c'est la curiosité qui m'a poussé jusqu'à vous. Je suis où précisément là? Ah d'accord, vous ne venez pas me voir en tant que dentiste. D'accord. Vous avez vu ma vitrine peut-être, c'est Oui, ça? oui, D'accord. c'est curieux.
Qu'est-ce qui vous a intrigué dans la vitrine plus particulièrement? Les poissons morts, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes qui, vous? En fait, avant toute chose, je tiens à préciser que je n'ai tué personne. C'est une collection, beaucoup d'objets sont très anciens. C'est ni plus ni moins le fruit d'une collection qui date de ma plus petite enfance, dirons-nous. C'est plutôt la zoologie qui m'attire. Et donc, tous les ouvrages que vous avez là-haut sont des livres de zoologie sur l'évolution des espèces. Et toute votre collection est dans la salle d'attente? Ah, pas du tout, pas du tout. Il y en a une partie chez moi et il y en a une autre partie dans la salle d'imagerie, justement, et de radiologie. Vous me montrez? Volontiers, avec plaisir. Par ici. Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme pièce extraordinaire ici? Alors là, j'en ai une qui me tombe sous les yeux, mais bon, c'est monsieur Théodore Monod qui l'a trouvé dans le désert. C'est un palmier fossilisé, c'est assez rare. Là, vous avez, qui a appartenu à Jacques Kershach, un crâne de Babiroussa, qui a été décrit comme le mammifère un des plus rares, pratiquement le plus rare au monde. Il n'en reste que quelques individus dans les célèbres. Vous me montrez la dent d'éléphant? La Ah monnaie? oui, volontiers, avec plaisir. Alors c'est une espèce d'éléphant bien particulière, ça s'appelle les éléphants nains du Cameroun. Là, en fait, vous voyez l'émail. Oui. Cette structure en losange est pas caractéristique de l'éléphant d'Afrique. Et l'émail que vous voyez là est enfermé dans le sément et l'ivoire. Les crânes, c'est quoi comme crâne, ça? Alors ce sont les singes qui sont les plus proches de nous, les anthropomorphes, à savoir... Le chimpanzé, le gorille, l'orang-outan, des singes qui sont, au titre de l'évolution, nos plus proches cousins. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous passionne vraiment dans cette collection, dans cette envie de collectionner ces objets? Alors, la collectionnite aiguë dont je souffre, je pense qu'on la déclare à l'enfance. Donc vous avez des enfants qui, quand ils sont sur une plage, par exemple, moi j'étais en Bretagne, ils font des pâtés avec leur seau. Moi, je partais avec mon seau, j'allais dans tous les trous d'eau, je faisais toute la plage, je marchais sur des kilomètres, afin de rassembler, je croyais y arriver, l'ensemble des coquillages qui habitaient sur cette plage, quoi. Évidemment, j'aurais dû être vétérinaire ou zoologiste, mais j'ai réalisé que ce métier-là n'était pas fait pour moi, parce que ce n'était pas d'actarique du tout, quoi. À l'époque où je voulais devenir chasseur-photographe, et je faisais beaucoup de chasse-photo, j'ai eu la riche idée de me mettre à ce qu'on appelait à l'époque la planche à roulettes, à savoir le skateboard aujourd'hui, ouais. Et je me suis cassé les dents. Et j'ai eu une sorte de vocation, parce que j'étais tellement complexé avec mes dents à 14 ans cassées, que lorsque mon oncle m'a réparé mes dents, eh bien, ça m'a donné l'occasion de revivre, de pouvoir sourire, de pouvoir parler. Et du coup, je me suis orienté vers ce métier parce que je l'ai vu faire, en fait. Dites-moi, il y a une paire de baskets qui m'inquiète. Ça a vraiment sa place dans un cabinet de curiosité, ça? Alors, dans un cabinet de curiosité du 21e siècle, effectivement, on peut se permettre d'avoir ce genre d'objet, puisque... c'est des baskets de géants? Exactement. On peut considérer que ce basketteur de l'équipe de Paris... avait probablement des pieds assez géants, oui. 52,5. J'ai comparé par rapport, moi je fais du 42. Je pourrais les mettre carrément avec mes chaussures. C'est énorme. Merci. Je vous en prie. Merci de nous avoir reçus. À bientôt. Au revoir. J'ai laissé à leur place mes curieuses baskets de 7 lieues pour rejoindre pas très loin, sur les quais de Seine, un endroit unique dans la capitale. La librairie Shakespeare & Co. Elle fut longtemps considérée comme le centre de la culture anglo-américaine à Paris. Elle a reçu les plus grands auteurs américains, ceux de la Lost et de la Beat Generation. Je rejoins dans la bibliothèque la fille du fondateur et son mari, deux passionnés qui perpétuent l'âme du lieu
où se croisent les fantômes de Jacques Kerouac et de Ernest Hemingway. Sylvia, David, moi j'adore cet endroit. Merci. On est comme à la maison. Ça, c'est l'idée. C'est la volonté? Oui, mon père, il a créé chaque pièce pour faire une sensation qu'on arrive chez soi, chez nous, et on vient de découvrir notre appartement qui est sur la Seine. Ici, c'est la partie bibliothèque? Oui, premier étage, c'est une partie non commerciale. Donc, si vous voulez, vous pouvez s'installer pour toute la journée et lire au moins un livre. Et on a des canapés, même des lits, si on veut s'allonger et Faire la sieste. faire la sieste entre deux livres. Mon père, qui est arrivé à Paris dans les années 47-48, il a trouvé cet espace ici, en 51, et il était déjà libraire aux États-Unis. Pour lui, c'était vraiment l'endroit parfait pour une librairie, en face de Notre-Dame. Tous les écrivains américains qui passèrent par Paris, qui fuyaient les États-Unis parce qu'ils étaient noirs, parce qu'ils étaient homosexuels ou parce qu'ils aimaient la drogue. C'est plus facile de se droguer en France qu'aux États-Unis, apparemment. Ils venaient traîner leur gâtre à Paris et ils venaient acheter des livres chez Georges. Vous, Sylvia, vous avez connu la librairie quand vous étiez enfant. C'était Oui. comment? Quels souvenirs vous gardez? Alors moi, je suis née dans l'Hôtel Dieu qui est juste en face de la librairie. Et j'ai passé mon premier 7 ans ici. C'est des souvenirs vraiment de contes de fées parce que pour un enfant d'être là, moi j'ai trouvé ça complètement normal de courir partout dans une librairie avec des écrivains qui passaient, des jeunes écrivains qui dormaient ici, qui racontaient des histoires. Donc c'était vraiment très magique. C'était, je pense que, moi j'ai adoré ça comme enfant. Quand je suis revenue, j'avais 21 ans et je suis revenue vraiment pour passer du temps avec lui parce qu'il avait 88 ans. Et très, très, très vite, j'ai tombé amoureuse de la librairie, de l'ambiance et je me suis dit, je peux plus le quitter. Est-ce que pour votre père, c'était un outil politique, cette librairie? Il m'a toujours dit que c'était important pour lui d'avoir un espace bibliothèque. Pour lui, les livres, c'était quelque chose de démocratique et quelque chose qui devrait être partagé avec tout le monde. On peut avoir l'accès aux livres à n'importe quel moment, gratuitement. Lui, il appelait toujours sa librairie Socialist Utopia Masquerading as a Bookstore, une utopie socialiste qui fait semblant d'être une librairie. Et donc en fait, ce que vous avez autour de vous là, vous êtes dans l'utopie là en fait. Là, vous êtes dans la commune, la petite commune, et en fait, dans certains articles qu'il a écrits, il décrivait sa librairie comme faisant partie de la tradition des communes qui vont jusqu'au 19e, 18e siècle, où les choses se donnent gratuitement et les gens donnent en retour sans qu'il y ait d'aspect contractuel écrit. Et lui, il l'a créé parce qu'il a lui-même voyagé beaucoup en Amérique latine, et on lui a offert tellement d'hospitalité, notamment à des moments où il était très malade, dans les années 30. Et donc, il voulait en fait rendre cette hospitalité et que ce lieu devienne un symbole de l'hospitalité. Et donc, c'est ça un peu l'ADN de l'endroit, quoi. C'est toujours un lieu de résidence pour les artistes, pour les écrivains. Oui, ce soir, on a 4 écrivains. Normalement, c'est des gens qui ont entre 20 et 25 ans, qui ont des rêves d'être écrivains et qui viennent ici pour être le prochain Jack Kerouac ou Ernest Hemingway. C'est-à-dire, expliquez-moi, comment ça se passe? Il y a 2 lits dans la salle du piano qui est au fond, un lit dans la salle pour enfants, et puis 2 matelas ici qui sont sortis le soir. Et en fait, la nuit, la librairie se convertit en une sorte d'hôtel littéraire. À n'importe quel moment de l'année, on a entre 1 ou 2 personnes et 6 personnes. Et il y a des contreparties? La contrepartie, c'est une sorte de contrat moral. Le contrat moral, c'est de lire un livre par jour, d'écrire une autobiographie d'1 page qui, disons, retrace votre vie jusqu'au moment présent. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Et on a 30 000. On a 30 000 pages de... On a 30 000 autobiographies, ouais. On a des archives là-haut qui retracent un peu l'histoire de l'aspirant écrivain des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est assez marrant. Puis il nous aide lors des événements. Il nous aide ici à mettre les livres sur les étagères 2 heures par jour. Donc avant l'arrivée des clients, il faut que tout le monde déguerpisse. Oui, il faut qu'ils rangent leurs chaussettes. Il faut qu'ils rangent leurs chaussettes, ce qui est assez difficile à leur faire faire souvent. Oui. Mais maintenant on y arrive. C'est qui traîne là, ça? Non, il ne faut pas les filmer.
Pour moi, ça fait sens de vendre un livre au rez-de-chaussée, d'avoir quelqu'un qui lit au premier étage. Ou qui toute joue la du piano journée. aussi. Il y a souvent des gens qui jouent Voilà, du piano. et puis le soir, d'avoir des jeunes écrivains qui essaient de commencer leur premier roman. Donc c'est très, très organique. Donc en fait, quand les gens viennent ici, ils viennent parfois pour acheter un livre, mais ils viennent surtout pour se connecter avec une communauté. Et une communauté qui a très vivant. sa cohérence et qui existe depuis les années 50, mais même qui va au-delà jusqu'aux années 20. Je me sens tellement bien dans cette librairie que j'ai beaucoup de mal à la quitter. Tiens, comme la météo s'y prête, je m'installe dehors avec un récit de Jack Kerouac. Sur la route de Paname. Une émission à revoir sur le site de France 3 Paris et sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname.